Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de Vision sur Canal Algérie. 66 ans sont donc passés depuis le déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. L'occasion pour nous d'évoquer ce soir l'état de notre patrimoine mémoriel, notamment celui de la colonisation française chez nous et les avancées en matière de récupération à la fois des archives coloniales, des dossiers qui concernent notamment les essais nucléaires ainsi que celui des disparus. Alger et Paris ont affiché ces derniers temps la volonté de dépasser les crispations qui entourent ces négociations. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a même évoqué le souhait d'affronter ces événements douloureux et régler enfin ce contentieux qui envenime les relations entre l'Algérie et la France. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Abdelmadjid Chihri, directeur des Archives nationales et conseiller auprès de la présidence chargée des Archives et de la Mémoire nationale. Bonsoir M. Chihri, merci d'être parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez été désigné donc par le président de la République, représentant de l'Algérie pour mener le travail en cours avec l'État français sur les dossiers inhérents à la mémoire nationale et à la récupération donc des archives nationales. Qu'en est-il comme ça, brièvement, sur le début de ce dialogue qui semble difficile à commencer? Vous commencez déjà par dire que ce travail est en cours. Ce travail, si l'on veut être un peu précis, objectif et précis, ce travail n'a pas encore commencé. Tout simplement parce que il appartient à la partie française, donc mon collègue M. Benjamin Stora, qui est désigné, disons, pour la partie française, qu'on s'accompagne tous les deux dans cette galère, si vous voulez, d'essayer de construire quelque chose qui puisse un peu apaiser les mémoires. C'est-à-dire que c'est un dialogue qui devrait nous amener à reconsidérer les comportements de part et d'autre de la Méditerranée. Mais sur ce plan-là, je serai tout à fait franc en disant que l'Algérie n'a pas de problème psychologique exacerbé ou violent quant à la mémoire, ce qu'on peut appeler la mémoire coloniale. L'Algérie a été victime de comportements parfois très douloureux, parfois sanguinaires, barbares. Vous pouvez les qualifier de tout ce que vous voulez, mais ils sont là. Ils ont existé et ils ont laissé leurs traces dans la mémoire. Les oublier, je ne pense pas que ce soit possible. La mémoire d'un peuple ne s'efface pas comme ça, comme par enchantement, on en parle aujourd'hui et demain, ça y est, ça n'existe plus. Non. Et l'Algérie est un pays qui a une assez bonne mémoire. Donc, elle s'en sert pour avancer, parce que nous ne pouvons pas avancer sans mémoire. De l'autre côté, il y a un problème. Il y a un problème très profond dans la société française qu'il convient de traiter et auquel il faut trouver des solutions. Ce ne sont pas les Algériens qui vont trouver ces solutions. C'est un travail peut-être dur, mais c'est un travail qui doit être mené objectivement et en partant de situations objectives aussi. Il ne s'agit plus de mentir ou de cacher ce qui s'est passé. Le président de la République algérienne a bien expliqué que nous voulons des relations équilibrées avec le monde entier, et particulièrement avec la France, et donc il faut quand même les assainir. Assainir ces relations, c'est se pencher sur ce problème de mémoire et le problème d'histoire. Les deux problèmes ne sont pas identiques,
mais se complètent. On pourrait d'ailleurs les confondre. Et on peut les confondre. On peut les confondre. La mémoire, à mon avis, c'est ce qui guide le comportement quotidien de l'individu. La mémoire collective, elle positionne une collectivité humaine dans le cours de l'histoire. Mais cette mémoire-là, elle n'est pas seulement constituée d'événements historiques que l'histoire a mentionnés, mais il y a également tout autour tout un ensemble de traditions, de comportements, d'us et coutumes, de tout ce qui a une trace même psychologique dans la mémoire. Donc, l'histoire est une chose. Ce travail qui nous est demandé, M. Stora et moi, ce n'est pas un travail d'histoire. C'est un travail de mémoire. C'est-à-dire comment nous comporter, comment amener nos deux peuples à se regarder en face sans s'entretuer. C'est-à-dire être objectif, vouloir construire des relations pour le futur, sans pour le moins oublier ce qui s'est passé. On ne s'en sert que pour maintenir l'existence d'une collectivité humaine dans la vérité historique et d'utiliser l'histoire quand il le faut. Donc c'est le premier jalon en fait d'un processus, beaucoup plus que d'une mission véritable. C'est un processus à lancer. À long terme. À long terme, oui. Mais disons, tout dépendra... Et de réconcilier les visions aussi. Oui, mais je pense que si aujourd'hui la volonté politique existe de part et d'autre, il y a beaucoup de chances qu'on puisse avancer. Peut-être que ce sera assez tortueux au départ, parce qu'également on va se chercher. M. Stora va essayer de me chercher, je vais essayer de chercher M. Stora, et d'essayer de trouver un terrain sur lequel nous puissions coopérer pour, disons, avoir une vision qui n'est pas commune au sens plein du terme, mais qui peut être assez intéressante, qui peut donner des axes de recherche pour les chercheurs dans toutes les matières nécessaires, en histoire, en sociologie, en psychologie, etc., pour pouvoir comprendre. Il s'agit d'abord de comprendre ce qui s'est passé. Très bien. Pourquoi cela s'est passé? Quels sont les enjeux? Et quelles sont les traces? Et ces traces-là, comment on va se comporter vis-à-vis de ces traces-là? Voilà. Et dépassionner un petit peu la question. Alors, selon des observateurs, la restitution en juillet dernier des restes mortuaires des résistants algériens aurait donc profondément marqué un nouvel élan, celui dont vous parlez, M. Chihri, dans le chantier mémoriel entre les deux pays. Vous avez pourtant fustigé le manque ou l'absence de sérieux de la partie française dans le traitement de ce dossier. C'est aussi l'avis de plusieurs associations, de chercheurs, d'historiens qui parlent de bricolage concernant le dialogue avec la France sur la récupération des archives. Est-ce qu'on comprend par là que rien n'est encore acquis et ce dialogue qui dure depuis l'indépendance de l'Algérie et qu'il faut toujours recommencer à zéro? Non, pas aussi clairement, aussi franchement annoncé. Quand j'ai parlé de bricolage, je n'ai pas parlé... C'est pas vous qui avez dit bricolage. Non, c'est-à-dire vous m'informez que certains parlent de bricolage dans la gestion de ce dossier. S'il s'agit du dossier des restes de nos martyrs, il faut avoir à l'esprit les difficultés juridiques. Monsieur Chihri, qu'on s'entende bien, le bricolage sur l'implication de la France, pas de la gestion. Non, je comprends. C'est-à-dire, quand je parle de la gestion du dossier, c'est la gestion par les Français. Par les Français. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Nous avions une demande à faire, nous l'avons faite. Nous attendions en retour, disons, dans des délais assez
raisonnable. Assez raisonnable, mais ça a duré quand même un certain temps. Un certain temps, pourquoi? Parce qu'on nous a sorti des difficultés légales, on nous a sorti des difficultés scientifiques. Il a fallu nous demander de procéder à des analyses ADN et de remonter dans la généalogie jusqu'au 3e ou 4e degré pour savoir si ce crâne appartient bien à cette tribu, etc. Oui. Alors que tout le monde sait que les études scientifiques et les recherches scientifiques ne sont pas encore arrivées à déterminer si un reste mortuaire d'être humain peut être valablement attribué à une population déterminée dans un cadre géographique restreint. On peut vous dire qu'il appartient à l'Afrique du Nord, on peut vous dire qu'il appartient à l'Afrique australe, mais jamais à une wilaya ou à un lieu en Algérie. On n'en est pas encore là. Les chercheurs ont encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Donc, trouver des raisons comme cela. Par contre, les raisons légales, les autorités françaises se sont entourées, avec le temps, d'un arsenal de dispositions légales qu'il fallait, disons, lever. Bon. Maintenant, l'acte en lui-même est un acte à féliciter parce que c'est une initiative qui a été très très bien accueillie par les Algériens, qui constitue par exemple pour nous, Algériens, comme un précédent. Et cela apporte, disons, une lueur d'espoir que ce qui reste à faire pourrait aller dans le même sens. Ça pourra prendre un peu de temps, c'est un fait, mais je pense que si nous continuons dans la même logique, dans les mêmes dispositions d'esprit, je pense que nous arriverons à dépasser un certain nombre d'obstacles pour arriver à une restitution de beaucoup de choses. Alors, et particulièrement les archives. Si on continue d'abord sur cette question des restes mortuaires, ce n'était qu'une première phase, une première opération en fait, et vous avez annoncé la reprise du dialogue en général avec la France sur la restitution des archives ou aussi peut-être des crânes. Bon. Est-ce qu'il y a une visibilité sur une deuxième opération, une deuxième initiative, comme vous le dites, bientôt? Non, la visibilité existe, même disons les initiatives où on continue dans le processus. Qu'est-ce qui est prévu à l'étape prochaine, par exemple? Pour l'instant, je serai très mal à l'aise pour vous dire qu'il y a un calendrier. D'accord. Pourquoi? Tout simplement, il s'agit de cette pandémie. Cette pandémie nous a effectivement empêché d'avoir des contacts assez soutenus parce que la situation s'aggrave une fois au nord de la Méditerranée, sur l'autre rive, parfois c'est chez nous, etc. Donc tout ceci met mal à l'aise les autorités dans les deux pays. Je ne dis pas que ce sont des difficultés dans lesquelles il faut tenir compte. Donc, le dialogue n'est pas interrompu. Il est suspendu pour des raisons de cette pandémie. Pour ce qui est des archives, il est suspendu pour d'autres raisons. Depuis 2 ou 3 ans. On va y arriver. On ne se rencontre pas. Oui. Mais je sais que des initiatives sont prises de la part du ministère des Affaires étrangères chez nous, de la part des autorités françaises, pour que le dialogue reprenne. Donc je pense que ça pourra venir bientôt. Alors, on va juste parler un peu plus généralement de ce problème de la restitution des archives. On dit que plus d'un demi-siècle après l'indépendance, l'Algérie n'a en fait récupéré que 2% des fonds détenus par la France. Et on ne parle pas que des fonds de la période coloniale, mais bien de toutes les archives qui concernent l'Algérie détenues par la France. Est-ce que l'implication plus grande, parce que vous en avez parlé, M. Chiri, des chercheurs, historiens, sociologues pourrait débloquer plus vite ces dossiers délicats, comme ce fut le cas d'ailleurs pour les crânes des résistants de la Zaacha. Ce sont des chercheurs qui ont un petit peu fait ressortir le débat. Bon, les données du problème ne sont pas les mêmes.
S'agissant des crânes, c'est quelque chose de physique et d'assez précis. D'assez précis, le lieu est connu, la procédure, pourquoi ils sont arrivés là. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour les archives. Ce qui n'est pas le cas pour les archives. Pour les archives, le problème est un peu plus compliqué. D'abord parce que les archives ont été substituées. Elles sont parties. On les a transportées en France à des périodes diverses, mais jusque dans la période concomitante avec l'indépendance. L'indépendance, oui. Et même, nous avons des preuves que ça s'est fait même après l'indépendance, c'est-à-dire dans les quelques mois, c'est-à-dire au moment, il ne faut pas oublier la situation politique et sécuritaire de l'Algérie entre le 19 mars 1962 et le 20 septembre 1962. Nous avons eu deux périodes transitoires. La première période, c'est celle de l'exécutif provisoire, et la deuxième période, après l'indépendance, c'est celle de l'exécutif provisoire de l'État algérien. Et dans les deux cas, l'autorité de ces deux exécutifs, qui sont en fait le même, qui a été reconduit, cette autorité n'était pas totale. Elle n'avait pas le pouvoir d'organiser la sécurité, d'organiser la tranquillité publique, d'organiser l'approvisionnement. Finalement, l'Algérie a été abandonnée à elle-même pendant plus de 6 mois. Que des problèmes se soient produits, c'est un fait, on ne peut pas le nier, mais pas autant que ce qu'en disent les Français. Ça, c'est d'une part. Pour ce qui est des archives, le transport de ces archives a été fait par l'État français lui-même. Il ne s'agit pas d'entreprises privées ou d'actes individuels, il s'agit de transport de l'État français qui a décidé de prendre les archives. Donc il s'agit d'un comportement d'État, ce sont des décisions d'État. Or, ce comportement va à l'encontre de tous les règlements internationaux parce que les archives appartiennent au territoire sur lequel elles ont été produites. Donc ces archives appartiennent à l'Algérie. Qu'on discute maintenant, depuis 50 ans, comme vous le dites, qu'on discute de la propriété, il n'y a aucun doute sur la propriété. C'est une propriété algérienne. Il s'agit seulement de négocier comment la récupérer. Vous parlez de 2%. Je n'aime pas les chiffres. Parce que personne n'a évalué ni le volume, ni la quantité. Je peux vous dire que ça représente 2000 tonnes, comme je peux vous dire que ça représente 1 tonne. Que ça représente 2% ou ça représente 0%. Mais pour moi, ce qui a été rendu est véritablement insignifiant. Par rapport à ce que nous connaissons dans les instruments de recherche qui sont faits par les Français, dans les notes en fin de page, dans les ouvrages français qui renvoient à des archives. Donc tout cela, si on en faisait la somme, ça constitue quand même une grande... Alors, pourquoi y a-t-il ces difficultés? Les Français vous disent il y a deux sortes d'archives. Les archives administratives et les archives de souveraineté. Politique. Bon, qu'à cela ne tienne. Encore faut-il que vous me donniez la définition de ce que vous entendez par archive administrative et par archive de souveraineté. Si on fait le partage, les archives administratives doivent être rendues immédiatement. Elles ne sont pas concernées. Pourquoi? Parce que ce sont les archives qui ont permis à la France de gérer l'Algérie pendant 132 ans. Qu'avons-nous de cette partie-là des archives? On dit que c'est ce qui a permis à l'Algérie de poursuivre le fonctionnement des administrations post-indépendance. Nous avons un certain pourcentage. Très, très chaotique. Oui. Elle a poursuivi de façon très, très chaotique parce que nous n'avions pas tous les dossiers. Oui. Prenez l'exemple du métro.
Combien d'années il a fallu combien d'années pour creuser un tunnel de 3 kilomètres? Parce que nous n'avions pas les plans de la ville d'Alger. Et ceci, vous pouvez le multiplier par 1000, toutes les grandes villes d'Algérie, nous n'avons pas les plans. Alors, en prenant tout simplement un exemple. Alors, quand il s'agit de l'organisation de l'agriculture, quand il s'agit de l'organisation de la santé, etc., tout cela vous dit que l'Algérie était quand même, a eu énormément de difficultés. Si elle s'en est sortie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, parce que ne pas avoir de traces avec une administration, disons, squelettique, héritée de la France, ouais, qui a continué avec les mêmes méthodes, avec les mêmes... donc là, le problème est quand même à étudier. D'autre part, il y a les difficultés qui viennent en cours de route. Parce qu'on cherche des échappatoires pour ne pas rendre ces archives. On cherche. Alors, la dernière en date, c'est la domanialité des archives. oui. Les archives appartiennent au domaine public. Excusez-moi, mais moi, je suis sorti de mes gonds en disant, mais écoutez, on ne peut pas mettre un bien qui n'est pas encore propre dans le domaine public. Il faut qu'il soit sain et qu'il ne soit réclamé par personne. Or, ces archives-là sont réclamées par l'Algérie depuis plus de 50 ans. Qu'on vide le contentieux juridique sur la propriété, à ce moment-là, si le résultat veut que ce soit considéré comme des archives françaises, on lève les mains. Alors, on va juste revenir aux archives dites de gestion administrative. On se souvient que dans les années 80, la France avait remis un plan du réseau d'assainissement de la ville d'Alger, hein, Oui. et que ça avait soulevé un tollé en France juste pour cette restitution, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même esprit, enfin que la France est dans le même esprit, que même des archives dites de gestion administrative pourraient avoir le même effet? Écoutez, et c'est pour cela qu'on bute là-dessus? Je ne pourrais répondre que par, disons, un point d'interrogation. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne veut pas donner ces archives. Oui. Et on ne veut pas me donner la définition de ce qu'on entend par archive administrative. Donc, dans mon esprit, je ne peux pas quantifier. Je ne peux pas classer. Est-ce que le dossier du réseau d'assainissement est considéré comme archive administrative ou comme archive relevant de la sécurité, par exemple? Bon, vous allez me dire que sous certains aspects, ça concerne la sécurité. Oui, ça peut concerner les deux. Ça peut concerner les deux. Ouais. Eh bien alors, il faudrait qu'on tranche. Alors déjà là, le travail, c'est une bataille en soi. Donc là, il y a tout un travail. La bonne foi et la bonne volonté qui a présidé à la remise des restes mortuaires n'est pas la même dans la gestion du dossier des archives. C'est-à-dire avec... Ben oui. Vous sentez qu'il y a un nouvel élan? Vous sentez qu'il y a une volonté politique? Dans le domaine des archives, je ne sais pas encore. C'est pas forcément le cas pour les archives et pour le... Comme je l'ai constaté, puisque j'ai mené les négociations avec les archives de France, en ce qui concerne les archives, le dossier des archives, il n'y a pas la même volonté que celle qui a présidé à la remise des restes mortuaires. Ouais. Là, il y avait une volonté claire, en rang. Pour les archives, elle n'est pas là. Donc, mais on peut comprendre qu'il y ait des choses très compromettantes, en fait, que l'État français ne voudrait pas communiquer. De toute façon, on ne peut pas, comme on dit dans notre jargon et dans notre vieux dicton, on ne peut pas cacher le soleil. Il y a eu colonisation. On ne peut pas cacher le soleil, il y a colonisation. Il y a des actes qui ont été faits. Ils sont consignés, aussi bien dans les archives que dans les livres. Certains sont consignés dans les mémoires. Ouais.
Alors, au-delà du travail un petit peu officiel, il y a un travail parallèle, Monsieur Chikri, à ces négociations, qui, à peu près depuis les années début 2000, celui des échanges entre chercheurs des deux rives de la Méditerranée, qui a même permis de faire un ciblage, parce qu'on sait que les archives ont été disséminées sur plusieurs sites en France et pas seulement à Aix-en-Provence, par exemple. Qu'est-ce que ce travail a permis, selon vous, de gagner en récupération ou en ciblage ou en répertoriage, je ne sais pas, le travail des chercheurs et des historiens là, entre je serais véritablement très négatif, si vous voulez, ouais. Parce que il n'y a pas, à mon grand regret, il n'y a pas de collaboration ni de travail en commun entre les archives nationales et les chercheurs. L'université travaille en vase clos, Oui. et les archives sont là. Elles attendent qu'on leur rende visite. Le problème est là. C'est un problème que je déplore, effectivement. On en veut aux archives nationales en disant il n'y a pas grand-chose aux archives nationales. Qu'elles sont fermées. Mais on n'a pas vu qu'elles sont fermées, qu'on ne nous permet pas de consulter, etc., qu'on ne nous permet pas de faire des copies, etc. Tout cela, ma chère amie, est régi par des règles. Oui, vous avez expliqué qui sont connues dans le monde entier. Dans le monde entier, nous faisons partie du Conseil international des archives et nous exécutons ou nous travaillons dans l'angle des normes fixées par le Conseil international des archives. En plus de cela, nous avons notre législation qui fixe les délais de consultation, qui fixe les conditions de consultation et qui fixe également les règles de sécurité et de tranquillité publique. Oui. Donc, si vous vous présentez que je vous interdis de voir ou je ne vous permets pas de consulter un document, vous n'allez pas en faire un cheval de bataille en disant on ne nous communique rien. Alors, pour comprendre un petit peu ce que l'Algérie gagnerait à récupérer ses archives, c'est une question qui reste abstraite pour le commun des Algériens. On dit que c'est l'histoire sociale et vous allez essayer de nous expliquer ce concept, l'histoire sociale de l'Algérie à la période coloniale qui souffre le plus de lacunes en matière d'archives. Vous avez parlé des us et coutumes, du comportement, et c'est sur cela que nous avons le moins d'informations de particulièrement l'époque coloniale et peut-être même les périodes antérieures. Ce qui avance cet argument, l'histoire sociale serait le parent pauvre, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que c'est la partie la plus copieuse, si je peux dire, la plus fournie en matière d'archives et qui sont ouvertes. En plus, les archives qui ne sont pas ouvertes, ce sont les archives qui concernent des personnes et des situations plus politiques que sociales. Quant à l'évolution de la société, les Français ont fait du bon travail, aussi bien par les archives que par les écrits dans des revues spécialisées ou dans des ouvrages. Ils ont étudié la société algérienne sous toutes ses coutures. Avec ses coutumes, ils ont mentionné des détails qui nous permettent de comprendre même aujourd'hui certains comportements contemporains. Oui. Donc ces archives-là ne sont pas consultées ou très peu. Très très peu. Je ne comprends pas pourquoi. Par les Algériens, vous voulez dire ? Il y a un fonds qui s'appelle Intérieur et Beaux-Arts, qui est un fonds merveilleux pour le chercheur. Il y a des monographies de pratiquement toutes les grandes villes ou les grandes régions d'Algérie qui existent, qui ne sont pas consultées. Dans les monographies, il y a un chapitre, toujours, situation politique. Ce chapitre-là, maintenant, 60 ans après l'indépendance, je vous le donne en mille, est-ce qu'il est permis de dire que je ne donne pas
cette monographie, parce qu'elle parle d'un contentieux entre le MTLD ou le Parti du peuple algérien avec le Parti communiste ou avec les ulama ou avec l'UDMA. Ça n'est plus d'une importance cruciale qui puisse changer les mentalités et qui puisse nous amener à une confrontation. C'est fini, c'est terminé. Ces choses-là ont existé, c'est un fait, mais elles n'ont plus cours. Elles font partie de l'histoire. Ouais. Si vous voulez écrire l'histoire du mouvement qu'on appelle réformiste, du mouvement Ta'al Ulama, et que vous oubliez les rapports avec le PPA, avec le MTLD après le PPA, avec l'UDMA, vous aurez fait une étude véritablement bancale. Parce que Jamaïat Ulama, c'est une association cultuelle aussi, qui n'a pas de couleur politique. Mais par son action, elle est plus politique que les partis. Et elle avait des rapports avec les partis. Donc si on étudie le mouvement national, il faut quand même... C'est un ensemble. Il faut quand même intégrer tout ce beau monde. Si on ne parle pas de l'association des élus, de Benjeloul par exemple, on n'aura pas fait grand-chose aussi. Parce que ces gens-là avaient des positions politiques. Alors, moi je ne vois pas pourquoi ces fonds-là ne sont pas consultés. Pourquoi on ne vient pas, par exemple, consulter la cartothèque? Il y a des cartes de toutes les périodes d'Algérie, des cartes économiques, des cartes sociales, des cartes... On ne les voit pas. Alors on va un petit peu... Je ne peux quand même pas faire le travail des chercheurs à leur place. Oui, vous avez appelé d'ailleurs les chercheurs, les sociologues, les psychologues aussi à faire un travail plus approfondi Oui, sur la recherche. Psychologiquement, Oui. vous savez, Choufi, il y a des situations psychologiques. Les effets de la guerre. Des victimes. Les effets de la guerre sur les esprits, aussi bien pendant la Deuxième Guerre mondiale que pendant la Révolution. Quelqu'un qui a étudié cela comme étant un spécialiste du sujet. Frantz Fanon. Avant de rejoindre la Révolution, il avait compris ce qu'était l'impact colonial sur les esprits. Oui. Il a étudié. A-t-on lu depuis Frantz Fanon de choses aussi profondes pour pouvoir expliquer pourquoi dans chaque village algérien il y a toujours un fou jusqu'à une période assez proche. Mais pendant la colonisation, chaque village avait son fou. Pourquoi? Si ce n'est pas un, c'est deux, c'est trois, etc. Il y a toujours un fou. C'est que les Algériens ont été traumatisés. Et ce traumatisme déteint sur le comportement familial, sur le comportement sur les enfants, sur le comportement des enseignants avec leurs élèves, etc., etc. Alors, pour revenir un petit peu aux négociations sur le dossier des archives avec la France, vous dites qu'il est bloqué depuis 3 années, notamment à cause de ce détournement du cadre juridique par la France, qui viole le principe de non-rétroactivité des lois et un texte de loi qui préconise la protection du secret de défense nationale en France. Est-ce que concrètement, on peut aujourd'hui discuter dans un climat apaisé face à des blocages aussi structurés, aussi difficiles? C'est difficile. Un cadre juridique ne va pas disparaître avec des négociations. Je pense que la chose est très possible. Parce que on sait que cela ne tient pas. Ni la domanialité des archives n'est admise, même dans le cadre français, parce qu'il s'agit d'une nouvelle loi. C'est une loi de 2006, si mes souvenirs sont exacts. Oui, oui. Donc, or, le problème du contentieux algérien est posé depuis 1962. Donc, il est antérieur. Il y a la non-rétroactivité des lois. Ceci d'une part. D'autre part, le problème qui existe réellement et sur lequel seules les autorités françaises peuvent apporter une réponse, c'est le comportement des individus. Dans la gestion du dossier des archives,
qui ont des comportements qui sont peut-être contraires ou ne vont pas dans le même sens que la bonne volonté des autorités. Oui. L'autorité prend la on a décision. parlé de lobby Des aussi. lobbies. Oui. L'autorité française peut prendre une décision d'ouvrir un fonds à la consultation et, sous la pression, on le referme. Donc, ceci est valable aussi pour la consultation de n'importe quel dossier des archives. Elles ne sont pas chez nous, donc nous sommes obligés d'aller les consulter là-bas, et arrivé là-bas, on ne nous les donne pas. Il y a aussi des lobbies, comment dire, Il y en a. opposés aussi, qui se traduisent en associations de chercheurs, d'historiens, qui demandent la levée de ces restrictions. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Quel est le poids aujourd'hui de ces associations sur le discours qui entoure les archives nationales pour déclassifier des archives en France? Bon, c'est ces associations qui sont un peu plus objectives, si vous voulez, Oui. sur le problème des archives. Je ne dirais pas qu'elles n'ont pas de poids, mais elles ne sont pas aussi agissantes que les autres lobbies. Parce que les autres lobbies sont mus par des passions. Il y a la passion. Oui. Il n'y a pas l'objectivité du chercheur ou la soif d'apprendre, de connaître. Si un groupe de chercheurs se met en ligue contre les maisons d'archives parce qu'elles ne veulent pas lui communiquer des dossiers qui sont normalement offerts à la communication, il n'y a pas de passion. Par contre, les autres, ça, il y a de la passion, il y a de la haine aussi, et il y a la crainte aussi de découvrir certaines choses qui ne sont pas belles et qu'il faut toujours taire. Or, Des faits, des noms, Oui, bien sûr. Le fait d'ouvrir un dialogue avec M. Benjamin Stora pourra peut-être apporter un peu de sérénité. D'objectivité. Vous avez dit d'ailleurs qu'il n'est pas important d'écrire la vérité, enfin quelque chose comme ça, mais d'arriver à quelque chose d'objectif déjà. Non, écrire la vérité, ça c'est le devoir. Ça c'est le devoir aussi bien en France pour les Français que pour les Algériens. Les Algériens, aujourd'hui, le citoyen algérien vous demande « dites-moi la vérité de ce qui s'est passé ». C'est une revendication légitime. Il a le droit de connaître son histoire. Mais la vision sur la vérité n'est pas la même, M. Chérif. Chez eux, le problème est là. Si nous faisons la comparaison, n'est pas la même. Elle n'est pas la même. C'est pour ça qu'on ne peut pas écrire l'histoire commune. Oui. L'histoire commune ne peut pas être écrite. Je ne peux pas m'asseoir un groupe de chercheurs algériens avec un groupe de chercheurs français et écrire la même histoire. Nous avons des tenants et des aboutissants qui sont différents. Oui. Nous avons des principes qui sont différents. Nous avons un cheminement historique qui est différent. Et donc, que chacun écrive son histoire. Reste une chose, une fois que nous aurons écrit cette histoire, elle ne sera jamais finie, parce qu'elle se renouvelle. Oui. Mais une fois qu'on aura, disons, ébauché une histoire des deux côtés, on pourra toujours en discuter. On pourra toujours apporter des améliorations. On pourra toujours, disons, revoir un peu les positions. Mais de là à effacer, ça, il n'est pas possible. Alors, dans le cours de ces négociations, quelle sera la priorité? Il y a plusieurs dossiers, la récupération des archives nationales, le dossier des disparus, ou encore une fois revenir sur les crânes, les restes mortuaires, ou les essais nucléaires. On parle d'un passé nucléaire de la France coloniale enfoui dans le sable. Il y a très peu ou presque pas, nous n'avons presque pas de documents sur ce passé nucléaire dans le Sahara algérien. Oui. C'est à peine si l'agence de l'énergie, l'agence internationale de l'énergie en a fait référence dans certains écrits de l'énergie atomique. Quelle sera la priorité aujourd'hui? Il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de priorité. Ce sont des dossiers qui sont posés sur la table en même temps. Quand on voit que dans un dossier il y a une petite difficulté, on temporise et on passe à l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait, à mon avis, je suis ces dossiers-là d'assez près, en négociation c'est comme ça.
nous discutons du dossier des archives. Le dossier des archives n'a jamais été gêné par les autres dossiers, c'est vrai. Chaque fois que des calendriers ont été fixés, les réunions se sont faites dans la compréhension, si vous voulez, disons, formelle. Mais dans pratiquement l'impossibilité de changer des positions. Ce sont des positions qui sont fermes des deux côtés. Moi, je veux toutes les archives, on ne veut pas me les donner. Les autres, on ne veut pas vous donner les archives parce que. Et on continue à discuter. Mais là, il faut toujours garder l'espoir qu'un jour, il y ait, je ne peux pas dire une faille dans le raisonnement de l'interlocuteur, Oui. mais qu'il y ait quand même une possibilité. Et vous la sentez, hein? C'est ce que vous dites ce soir, c'est un peu le message. Nous la tentons à chaque fois, parce que, écoutez, on m'accuse d'avoir renoncé aux copies, aux documents originaux. J'allais y venir, c'était ma prochaine question. Alors, vous avez fait justement, vous avez communiqué là-dessus et vous dites que l'Algérie ne renoncera jamais. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question parce que je vous dirais, en toute franchise, si je renonçais aux originaux, je me considérerais comme étant un traître à l'Algérie. Parce que je ne peux pas renoncer à une propriété algérienne. Oui, c'est d'abord une propriété algérienne. Je n'ai pas le droit, ni sur le plan du droit, ni sur le plan de la morale. Oui. Mais alors, il faudrait expliquer que vous avez concédé sur des copies sur disque dur, numérisé. On a signé un accord où il est dit textuellement que l'Algérie ne renonce pas aux originaux. J'ai admis le principe de la copie pour faciliter le travail des chercheurs. Copie numérisée, monsieur Chérif, il faut l'expliquer. Oui, parce que la copie normale prendrait trop de temps. Alors, la copie numérisée, j'ai admis ce principe. Les Français l'ont accepté. Il n'a jamais été appliqué. Jamais. Je l'ai revendiqué, on m'a dit oui, ça viendra, et ça n'est jamais revenu. Ça n'est jamais venu. Alors, sur ce plan-là, nous sommes encore disposés à recevoir des copies, sans aucun problème. Et qu'on ne nous dise pas de signer quelque chose pour renoncer aux archives originales. Maintenant, la question que vous avez peut-être évoquée, mais très évasivement pour y revenir, c'est celle des archives d'avant 1830. Les archives d'avant 1830, elles ont été également embarquées. Et à partir de quelle période? Nous n'avons rien trouvé. Des périodes du Xe siècle, du XVe siècle, de la période ottomane, rien. Ou très très peu. C'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de service d'archives. C'était des archives privées ou des archives officielles qui étaient dans des institutions d'enseignement ou des institutions publiques. Françaises. Non, disons algériennes avant 1830. Ah oui, oui. Bon. D'accord. Ces archives-là, elles ont tous été prises. Très peu sont restés. Mais le reste est là-bas. Donc nous sommes amputés en fait de toute la mémoire algérienne. Si l'Algérien veut récupérer sa mémoire, il y a tout un travail. Et c'est justement pour cela que, pour pallier à cette insuffisance, que le président de la République a décidé de créer une chaîne. Et vous arrivez justement à la question que j'allais vous poser. De la mémoire. Chaîne de la mémoire. Donc vous avez installé, juste pour la précision, monsieur Chérif, vous avez installé aujourd'hui même le conseil scientifique. Chaîne, pour cette chaîne de la mémoire. Pour suivre les pas de cette chaîne, pour qu'elle puisse, disons, produire des... Quelle est la vocation de cette chaîne, très clairement? Est-ce qu'elle va cibler les jeunes, par exemple? En deux mots, c'est une chaîne qui rentre dans la politique générale de l'État. On veut une Algérie nouvelle,
On veut une république nouvelle. Et donc on veut un bon citoyen. Sans un bon citoyen, nous ne ferons absolument rien. Alors, il faudrait expliquer un petit peu le concept de bon citoyen. Le bon citoyen, c'est celui qui s'acquitte de ses obligations. Et c'est celui qui obtient les devoirs et les droits que lui donne le droit. Tout simplement. Quel est le lien avec la chaîne Non, justement, former le bon citoyen, c'est-à-dire l'éduquer dans une voie qui lui permette de connaître les institutions, de connaître sa propre société, de connaître le développement de cette société depuis la nuit des temps. Il n'y a pas de priorité sur le plan du temps, c'est tout le temps, c'est le temps entier. C'est-à-dire depuis qu'on commence à parler d'un pays qui pourrait s'appeler un jour l'Algérie. Parce qu'il ne faut pas se tromper, l'Algérie unie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, et qui existe depuis le XVe siècle, bien avant beaucoup de pays, avant elle était morcelée, comme tous les pays du monde. L'unité française s'est constituée en 1789, l'unité allemande s'est constituée en 1860, l'unité italienne en 1860 aussi. Donc l'Allemagne, il y avait 350 principautés qui ont réussi à s'unir en un seul pays. Donc l'Algérie a réussi cela à partir du XVIe siècle. Alors juste pour revenir à cette chaîne de la mémoire, Monsieur Chifré. Donc c'est tout cet ensemble de facettes, justement, qu'il faut que le citoyen, excusez-moi le terme, ingurgite et puisse, disons, assimiler pour arriver à une Algérie unique, une Algérie où je ne suis rien d'autre qu'un Algérien. Alors, juste par rapport à la vocation de cette chaîne de la mémoire, est-ce qu'elle va aborder toutes les phases de la mémoire de notre pays, donc coloniale, et même la mémoire plus récente? Tout. Oui. Il n'y a pas la mémoire, vous ne pouvez pas la morceler. La morceler. Oui. Vous ne pouvez pas la morceler. D'abord, il y a votre propre mémoire. Il y a la mémoire de votre famille. Il y a, vous allez, en élargissant, oui, pour arriver à la mémoire collective. À la mémoire collective de tout le peuple. Quelles sont les composantes de cette mémoire-là qui pourraient nous amener à considérer le pays comme étant un pays unitaire? Donc, dans ce comité scientifique, il y aura des chercheurs, des historiens, on imagine, qui vont, eux, déterminer justement ces facettes qu'il faudra présenter aux Algériens. Nous ferons en sorte que les émissions qui seront préparées soient discutées et obtiennent, disons, une sorte de quitus pour pouvoir être produites. Très bien. Elles seront visionnées. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de aborder des controverses. Les controverses existent dans toutes les histoires. Dans toutes les histoires du monde, il y a des controverses. Mais ces controverses-là, il ne faut pas les contourner. Il faut les affronter logiquement. Et les expliquer. Monsieur Chifré, nous arrivons malheureusement déjà à la fin du temps qui nous est imparti. C'est toujours comme ça avec vous. Je rappelle que vous êtes le directeur des Archives nationales et conseiller auprès de la présidence chargée des Archives et de la Mémoire nationale. Merci pour toutes les explications que vous nous avez fournies ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion un peu d'échanger ces idées que le téléspectateur appréciera peut-être, mais je suis certain que ça lui donnera à réfléchir. Ça lui permettra peut-être d'évoquer certaines choses qui n'ont pas été évoquées, mais sur lesquelles il pourra peut-être comprendre les tenants et les aboutissants, en essayant de faire des rapprochements et des coupures aussi.
Et donc, j'espère que nous nous retrouverons. Oui, vous êtes le bienvenu, Monsieur Chéri. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous de Merci. nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.